Le secteur minier cristallise les attentions depuis un certain temps. Ce domaine, grand contributeur de l'économie nationale, est confronté à des difficultés, à des crises. Pour analyser ces enjeux, nous recevons pour vous, fidèles téléspectateurs, Elie Kaboré. Il est journaliste et spécialiste du secteur minier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, les crises qui secouent le monde minier au Burkina sont multiformes. Allons au cas par cas, si vous le voulez bien. Prenons le cas Oundé Gold, où les orpailleurs ont saccagé les installations de la mine et détruit les équipements le 17 mai. La tension, elle était toujours vive au cours de la semaine. Expliquez-nous les tenants de ce dossier. Il faut dire que c'est un acte vraiment regrettable qu'on arrive à des saccages et à des incendies, parce que ce sont des investissements qui partent en fumée. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'activité économique un peu en Oundé est un peu paralysée avec un couvre-feu qui a été instauré. Mais Oundé, c'est un problème, je dirais, de dialogue qui a conduit à cette situation. Un problème de dialogue entre les orpailleurs qui sont installés depuis longtemps et la mine qui a son permis, mais les orpailleurs qui estiment qu'ils ne sont pas sur le permis d'exploitation. Donc je pense qu'on peut résumer ça sur le manque de concertation, le manque de dialogue, comme je l'ai dit, entre les parties, parce que quand même, en tant que personne qui suit le secteur, des alertes ont été données et à travers, il y a eu des échanges de correspondance entre la direction de la mine et les organisations des orpailleurs par rapport à cette situation-là, avec souvent des tons un peu menaçants. Donc je pense qu'il faut revenir un peu dans la prévention, en instituant un vrai cadre de dialogue et bien sûr en accédant un peu aux doléances des miniers, des orpailleurs plutôt, qui demandent un couloir pour mener leurs activités, parce que c'est quand même une activité qui contribue énormément à nourrir beaucoup de familles et au nom de la responsabilité sociale de l'entreprise, l'entreprise devait quand même essayer de comprendre ces opérateurs miniers-là. Mais je le répète, c'est vraiment un cas malheureux qu'on arrive vraiment à des incendies. Parce que souvent, ces incendies-là, c'est du matériel des sous-traitants. Ce sont des gens qui ont des contrats avec la mine. On brûle leur matériel. Ce n'est pas du matériel qui appartient directement à la mine. Même si on veut se venger sur la mine, ce n'est pas un matériel de la mine. Donc on crée encore du tort à d'autres personnes, à d'autres opérateurs économiques. Et bien sûr, vous avez vu aussi les biens des employés qui ont brûlé. C'est vraiment regrettable. Alors, vous parlez bien sûr des dégâts enregistrés. La question qu'on se pose tous, c'est qui va payer pour ces dégâts? Bon, par habitude, hein, vous savez, il y a eu des mines qui ont subi les mêmes problèmes, mais après, ces mines-là se sont débrouillées, comme on peut le dire. Mais l'État a l'obligation de sécuriser les sites miniers. Dans les conventions, c'est assez clair. C'est une des obligations de l'État. Donc, c'est de revoir un peu la question de la sécurisation en lien, bien sûr, avec cet aspect de lutte contre le terrorisme, là. Parce qu'un investisseur qui vient au Burkina a le droit d'avoir la protection de l'État. Donc, tous les regards sont tournés vers l'État, en fait. Bien sûr, tous les regards sont tournés vers l'État qui a signé la convention minière avec cette société et qui a l'obligation de sécuriser aussi bien les installations que le personnel. Donc, c'est au niveau du ministère, et à travers, quand je dis bon, le gouvernement, à travers l'UNASIM, parce que ces problèmes de sécurisation peuvent être vraiment réglés. Donc, il faut vraiment créer, comme je l'ai dit aussi, la concertation entre ces acteurs, les acteurs gouvernementaux et les acteurs privés pour voir dans quelle mesure toutes ces installations peuvent être mieux sécurisées et bien sûr pour pouvoir bien sûr aller collecter normalement l'impôt. Après Oundé, parlons du cas de Perquois où on est à 6 corps de mineurs retrouvés sur 8 recherchés. Un drame dont nous devrons plutôt tirer toutes les leçons. Vraiment, ce drame a ému, disons, le monde entier. Ce n'est pas seulement le Burkina, ce n'est pas seulement ceux de la localité. Ça a ému le monde entier. Et quand on voit un peu la quantité et la régularité des publications, même sur le plan international, par rapport à ce drame, ça prouve que c'est un intérêt, un sujet quand même qui intéresse beaucoup. Et malheureusement, c'est arrivé. Malheureusement, c'est arrivé. Et selon les informations dont nous disposons, des techniciens, des premières analyses, en attendant bien sûr la fin de l'enquête qui a été ouverte, il y a quand même eu quelques soucis techniques. Et l'eau qui est tombée à une quantité très importante en un si peu de temps a emporté ce qui avait été prévu comme digue et c'est ce qui a occasionné un peu cette inondation.
Mais là où, quand même, en tant qu'observateur, je me pose des questions, est-ce qu'un État doit donner un permis, autoriser une personne à descendre à 700 mètres sans être sûr qu'en cas de drame, on puisse aller sauver la personne? Parce qu'on a vu que le matériel vient d'Afrique du Sud et du Ghana. Donc ça veut dire que sur le plan du sauvetage, il y a quand même des questions à se poser et l'enquête pourrait venir nous situer. Ce qui est très important parce que les familles attendent également pour connaître réellement ce qui s'est passé. Les familles attendent, l'opinion publique nationale et internationale attend, et on a aussi d'autres mines qui exploitent en souterrain. Donc c'est quand même une première, c'est un drame, c'est une première, mais c'est aussi un moment de questionnement. Est-ce que vraiment la sécurité des travailleurs est garantie dans tous les compartiments de ces mines souterraines-là? Et Perquois vient nous apprendre bien sûr que ce n'est pas du tout le cas. Alors on poursuit avec Taparco qui, dans ce cas-ci, est lié à la crise sécuritaire. C'est ça. Taparco, si vous avez remarqué depuis un certain temps, il y a beaucoup d'incidents de sécurité autour du site de Taparco. Pour ceux qui connaissent même l'axe, il y a une zone où il n'y a pratiquement pas de réseau. Un cas de transport a sauté sur une mine, occasionnant deux morts. Une équipe de la gendarmerie qui partait sur les lieux pour les constats et la sécurisation. Il y a eu au moins plus de douzaine de gendarmes qui sont tombés. Et quelques temps après, c'est vrai qu'il y a eu la rencontre avec le président du FASO sur la question, mais quelques temps après, l'équipe d'escorte, il y a eu 2 policiers encore qui sont tombés. Et selon les informations aussi qu'on a, il y a des incursions non loin du site. Donc pour une société qui se veut responsable, le mieux c'est de sécuriser vraiment la vie des travailleurs. Donc la société a décidé de la suspension des activités en attendant que la situation s'améliore pour pouvoir reprendre les opérations. Donc ici quand même c'est un problème sérieux de sécurité, de sécurité individuelle des travailleurs. Et bien sûr, ça peut être aussi un problème de sécurisation aussi du matériel. Donc une fois de plus, le gouvernement est interpellé par rapport à la sécurisation de ces sites-là. Parce que la particularité de Taparco, non seulement ils ont le périmètre dans lequel on a l'usine de traitement, de broyage, mais Taparco compte aussi sur des forces satellitaires qui sont en dehors du permis initial. Donc vous voyez que pour la sécurisation, il faut prévoir l'aspect transport, l'aspect exploitation en dehors du périmètre. Donc c'est des aspects, il faut adapter vraiment les types de sécurité à ces types d'exploitation. Donc, ce serait vraiment regrettable que si la société arrive à arrêter carrément ses activités. Taparco, mais il y a aussi Yuga. Oui, Yuga aussi connaît un arrêt des travaux suite à l'attaque du site de Wari. Wari, c'est à quelques kilomètres de Yuga. Taparco, Yuga, c'est à la limite la même situation. Ils ont le permis initial, mais ils comptent sur des minerais qui se trouvent en dehors du permis pour pouvoir traiter au niveau de l'usine. Donc il se trouve que Waré, qui vient d'avoir son permis en fin de 2021, a fait l'objet d'un... là, c'était carrément une attaque terroriste qui a causé la mort de 3 policiers et ayant estimé la menace terroriste très élevée, ils ont décidé aussi de suspendre les activités. Mais là, le problème à ce niveau, c'est l'arrêt des activités. Ça crée comme un vide. Le manque d'activité va créer comme un vide sur le plan sécuritaire. Parce que la présence de la mine peut être un prétexte, la présence des mines Taparco, Yuga peut être un prétexte de sécurisation de toute la zone. Donc ça peut être un point de départ, une zone une base pour pouvoir sécuriser toute la zone. Donc c'est un dialogue vraiment entre le ministère des Mines, la mine elle-même, le ministère de la Sécurité et de la Défense, pour pouvoir voir dans quelle mesure ces activités-là peuvent vraiment reprendre. Et c'est très important d'ailleurs que ces différentes activités reprennent, d'autant plus que, comme je le disais à l'introduction, le secteur minier est un grand contributeur de l'économie nationale. Effectivement, en termes de contribution directe, c'est-à-dire taxes et impôts, les mines payent des taxes et des impôts. Mais l'aspect le plus important pour moi, c'est l'effet induit, ça veut dire l'effet, la contribution indirecte, à travers les nombreux sous-traitants, les fournisseurs de biens et services, que ce soit au niveau local, ou que ce soit au niveau national. Parce que si vous prenez déjà Taparco Yuga, c'est plus de, je dirais, autour de 1500 employés. Ça fait des salaires qui nourrissent des familles. Ça fait des impôts, rien que l'UTS pour ces deux mines-là peut avoisiner déjà les 3 à 4 milliards par an pour le budget de l'État. Taparco paye des impôts au niveau local, Yuga également.
ils payent la patente au niveau de la commune de Yalago et la commune de Zabri. Et donc c'est vraiment un manque à gagner sérieux pour le budget de l'État et le budget des collectivités. Si ces 2 mines-là finissaient l'année en tout cas sans pouvoir exploiter, parce que tant qu'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'or. Tant qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas de vente. Tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'impôt. Donc c'est vraiment toute une chaîne. Et comme je le disais, le manque à gagner sont les impôts directs versés par ces sociétés, mais le drame le plus important qu'il faut éviter, c'est vraiment les nombreux fournisseurs de biens et services au niveau local et au niveau national. Parce qu'on peut estimer le nombre de travailleurs directs créés par ces mines, mais on ne peut pas quantifier le nombre de travailleurs indirects. Les bouchers, les femmes qui font le nettoyage, ceux qui assurent le transport, etc., sont des personnes qui arrivent à capter des petits marchés et qui arrivent à faire vivre des familles. Nous avons connu le drame de Inata. Inata, je dirais que c'est en partie lié au fait que la mine ait été abandonnée, l'exploitation a été abandonnée. Avec le changement de propriétaire, il y a eu vraiment l'arrêt des activités et ça plongeait, ça rend toutes ces personnes qui vivaient autour de la mine vulnérables. Ils peuvent facilement être tentés de rejoindre les groupes armés. Donc aujourd'hui, c'est de travailler à ce que non seulement les travailleurs directs de la mine et les travailleurs de ces nombreux fournisseurs-là n'aient pas le réflexe d'aller vers l'argent facile. Alors, vous avez bien sûr parlé des différents fournisseurs, mais il y a également ces employés directs-là dont vous avez fait cas qui pourraient se retrouver au chômage. C'est un drame qu'il faut éviter. Oui. C'est un drame qu'il faut travailler vraiment à éviter, parce que ces employés directs, comme je disais tantôt, c'est autour de 1300 pour les 2 mines, Taparco et puis Yuga. C'est autour de 1300. Donc, 1300 personnes qui se retrouveraient sans emploi, c'est un peu compliqué. Et les 2 mines aussi déploient des efforts pour la gestion justement des carrières de ces sociétés-là. Pendant que les travailleurs, par exemple, à Taparco, réclament le licenciement, sur un conseil du ministère du Travail, la mine a choisi plutôt la suspension des contrats. Donc, d'autres possibilités sont à explorer, notamment le départ volontaire et avec, bien sûr, des systèmes de compensation. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut négocier. À Yuga, c'est la même chose, mais Yuga, j'ai appris dernièrement que l'investisseur et puis au niveau du gouvernement, il y a eu une entente et une délégation devrait venir pour qu'ils essaient de voir dans quelle mesure la machine pourrait être redémarrée avec des promesses de sécurisation. Parce que Yuga est quand même dans une zone où la menace n'est pas encore très réelle, mais pour Taparco, la menace est très réelle et puis il faudrait plus d'efforts et plus de moyens pour pouvoir permettre à la mine de pouvoir reprendre. Parce qu'en fait, ça donne un mauvais signal à tous ceux qui pensent au Burkina. Quand on dit qu'une mine a fermé à cause de l'insécurité, c'est des choses qu'il faut qu'on évite vraiment en matière de communication pour l'image du pays. Parce qu'aucun investisseur ne viendra dans le pays si ça perdure. Aucun investisseur ne mettra son argent pour aider un autre investisseur. Aucun financier ne va mettre son COPEC pour aider un investisseur si on envoie ces mauvais signaux-là. Donc ça veut dire que c'est des aspects sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent et éviter que, non seulement que les activités reprennent, et éviter aussi que d'autres situations pareilles n'arrivent. Alors merci Elie Kaboré, merci d'être venu à l'émission 100% Info pour apporter ces analyses sur ces différentes crises qui minent le secteur minier burkinabé. C'est donc avec vous que nous allons refermer cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite des programmes sur Burkina Info.